À la fin du 19e siècle, des révoltés instaurent un émirat dans l'actuel Soudan. Un système alternatif au modèle proposé par les puissances de la région que sont l'Empire ottoman et la Grande-Bretagne. Ces révoltés sont menés par Muhammad al-Mahdi, un guide religieux, politique et militaire qui rassemblera des milliers d'âmes autour de son message, mais aussi contre les envahisseurs. C'est l'un des épisodes de résistance à la pénétration coloniale les mieux documentés. Il était couvert notamment par la presse et un jeune journaliste du nom de Winston Churchill participera à la couverture médiatique de cet événement. Il l'appellera même The River War. Le Soudan est progressivement passé sous le contrôle de l'Égypte ottomane, avec un statut proche de colonie de l'Empire ottoman, période appelée Turquia. L'ouverture du canal de Suez en 1869 accentue la volonté des occupants d'accroître leur mainmise sur le Soudan, qui a une position stratégique. Ils vont chercher de l'expertise en dehors de l'Empire ottoman, des missionnaires italiens, des techniciens autrichiens, des militaires britanniques. C'est dans ce contexte que Charles Gordon, connu sous le nom de Gordon Pacha, général d'armée, est nommé gouverneur du Soudan en 1874. Il démissionne en 1879, après de vaines tentatives de modernisation de l'administration et de lutte contre la corruption au Soudan, notamment aussi couplée à une lutte vaine contre l'esclavage qui avait été aboli par la Grande-Bretagne. En 1882, le gouvernement du Khedive est placé sous la protection et la tutelle de Londres, et la substance du pouvoir est confiée au consul général de la reine Victoria, reine de l'Empire britannique. Les Soudanais constatent que l'occupant égyptien n'est pas invincible et que lui aussi est honni par l'occupation britannique. La pression fiscale, couplée à la lutte contre l'esclavage, un commerce rentable pour les Soudanais par les Anglo-Égyptiens, attise un sentiment de révolte. Les Soudanais n'attendent qu'un leader et qu'une étincelle. Muhammad Ahmad naît à Dongola en Nubie, d'un père constructeur de barques et fiqhi, c'est-à-dire enseignant de l'islam. Il suivra des cours coraniques à Khartoum, puis face à la réticence de ses fiqhi, face à son discours réformateur, il se retire à 200 km de Khartoum sur l'île du Nil. Pendant 15 ans, celui qui estimait être l'élu, le Mahdi de la prophétie, c'est-à-dire le bien guidé ou celui que l'on attend, travaille le Coran et son discours. Il est convaincu d'être le Mahdi qui, selon une ancienne prophétie, sera envoyé par Allah pour favoriser un renouveau de l'islam et soumettre le monde entier à cette foi avant le jugement dernier. Au bout de 15 années de retraite, son discours bien maîtrisé, son intransigeance cultivée, mûrie, il rejoint une confrérie de derviches et se lance sur les routes du Kordofan. Prêchant la pauvreté et le renoncement, il critique également rapidement les élites du Soudan et la corruption des fonctionnaires du gouvernement. Il séduit alors les masses par son discours et affirme rapidement avoir été désigné comme Messie par Allah lui-même. Il affirme être le Mahdi de la prophétie. En mai 1881, il lance l'insurrection avec pour objectif d'abord de libérer le Soudan, puis de conquérir l'Égypte et enfin de fondre sur le monde arabe qu'il convoite. De nombreux fidèles affluent afin de rejoindre son mouvement naissant, convaincus de combattre aux côtés du Mahdi. Il remporte rapidement des victoires entre 1881 et 1883, qui achève de convaincre les tribus qu'il a la baraka. Il fonde un état théocratique et place sa capitale à Omdurman, au Soudan actuel. Cette insurrection au Soudan ne fait clairement pas plaisir aux Égyptiens ottomans et aux Britanniques. Il faut mater rapidement cette rébellion. Le Soudan a une position géopolitique stratégique et on ne peut le laisser tomber dans le mets de fanatiques qui n'ont pas le même agenda que la puissance britannique. Le 3 novembre 1883, des Anglo-Égyptiens envoyés pour mater cet illuminé, sous-estimé par Londres, à la tête de 10 000 hommes, sont écrasés à El Obeid, la capitale du Kordofan. Puis c'est au tour du Darfour de tomber malgré la volonté du gouverneur Rudolf von Slatin. Khartoum est désormais menacé et à Londres, on commence à prendre au sérieux les insurgés du Mahdi, appelés les Mahadistes.
Gordon Pacha a alors rappelé des Indes en février 1884 afin d'organiser la défense de Khartoum, place stratégique au carrefour de nombreuses routes commerciales et places commerciales importantes. Gordon Pacha a pour mission de vaincre les insurgés et de préparer l'évacuation du personnel militaire et civil britannique, c'est-à-dire plusieurs milliers de personnes. Le 12 mars 1884, le Mahdi, qui a rassemblé autour de lui plusieurs milliers de fidèles armés, qui a réussi à rallier des tribus fidèles aux Britanniques, encercle Khartoum, cité de 27 000 habitants protégée par 7 000 soldats, commandée par Gordon Pacha, un général qui a de la bouteille. Ce dernier refuse de se rendre et d'abjurer sa foi. Gordon Pacha, c'est un fidèle protestant évangélique. Et il n'est pas question pour lui de se convertir à l'islam et de renier sa foi. S'ensuit alors un long siège de 10 mois, durant lequel Gordon Pacha tiendra, convaincu que Londres le soutiendra et enverra des renforts. Sauf que le Premier ministre britannique, Gladstone, n'a aucune envie d'envoyer des hommes au Soudan. Il dira même « Je refuse l'obligation pour l'Angleterre d'intervenir dans le monde entier ». Sous la pression des partisans de Gordon Pacha, fidèle serviteur de Sa Majesté, notamment la reine Victoria elle-même, un corps expéditionnaire est envoyé pour libérer les assiégés de Khartoum, sous le commandement de Sir Garnet Wolseley. Mais le temps est compté. Ce dernier finit par tardivement prendre la route de Khartoum en août 1884. Mais il ne peut empêcher les Mahdis de prendre la ville de Khartoum le 26 janvier 1885. Ces derniers trancheront la tête de Gordon Pacha et massacreront les civils. Le Mahdi est alors au sommet de son pouvoir. Il dispose de 50 000 soldats, dont des cavaliers et des pièces d'artillerie. Il règne désormais sur tout le Soudan, à l'exception d'une petite île sur la mer Rouge. Et comme je vous l'ai expliqué auparavant, c'est l'une des premières guerres couvertes médiatiquement. À Londres, la nouvelle de la chute de Khartoum crée un tollé médiatique, politique et économique. Comment ces insurgés ont pu défaire les troupes de l'Empire? Le Mahdi n'aura pas le temps de savourer son triomphe politique, militaire et religieux. Il décède des suites d'un typhus ou d'une variole à 41 ans et sera enterré à sa capitale, Omdurman. La Turquia est remplacée au Soudan par la Mahdiya. Suite à des tractations, un successeur est nommé. C'est le Khalifa. Il n'aura ni son charisme, ni sa culture, ni son instruction. La Mahdiya ne tiendra plus longtemps face au contexte géopolitique. La convoitise des Anglo-Égyptiens et les appétits italiens à l'Est, mais aussi français, auront raison de la Mahdiya. Une armée anglo-égyptienne de 11 000 hommes, dotée d'une artillerie puissante et appuyée par des frégates, redescend le Nil suite à la défaite des Italiens à Adoua. Défaite des Italiens qui constituera un déclic majeur dans la capitale occidentale, et notamment à Londres. Entre 1896 et 1898, les Anglo-Égyptiens enchaîneront les avancées, notamment à Fiket, à Omdurman, et obtiendront la tête du Khalifa. À la bataille d'Oum Diwaikora, la mort du Khalifa, sonne le glas de la Mahdiya aussi. Une brève parenthèse d'un état théocratique né de la seule volonté d'un homme convaincu d'être l'élu. Suite à la conquête de la Mahdiya par les Anglo-Égyptiens, la tombe du Mahdi sera profanée à la dynamite, comme un symbole pour effacer à jamais celui qui se pensait l'élu. Mais le mahdisme a laissé une trace symbolique et durable en tant que mouvement de résistance contre les avancées des colonnes des puissances coloniales en Afrique. Aujourd'hui encore, il demeure une référence historique majeure au Soudan et en Afrique, et son héritage influe les dynamiques géopolitiques de la région. Comme d'habitude les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Ce sont de petits gestes qui aident la chaîne à grandir et à gagner en notoriété. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Horizon Africain.